1994-2024, pratiquement 30 ans, 30e édition, Africa Mining Indaba. Quel est son apport sur l'économie de la République démocratique du Congo? C'est ce qui va faire débat dans cette émission économique des prix FECO sur Arc-en-Ciel Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro économique. Pour analyser cette thématique, je reçois pour vous M. Florent Moucha, il est économiste. Bonjour M. Florent et merci d'accepter notre invitation. Bonjour Monsieur le journaliste, c'est un honneur pour moi de répondre aujourd'hui à votre invitation et nous sommes disponibles. Parfait, et surtout la toute première avec vous pour cette année 2024. Ah oui, c'est une belle occasion pour dire à tous nos téléspectateurs d'Arc-en-Ciel TV, bonne année et nous sommes toujours disponibles d'apporter ces clarifications ou certaines explications à certains faits qui vous touchent de loin ou de près en matière économique. Parfait, en matière économique et surtout nous sommes dans cette thématique Mining Indaba du 5 au 8 février dernier qui s'est tenue en Afrique du Sud dans le pays de Nelson Mandela. Depuis 1994, cet événement minier, ça existe, ça revient toujours chaque année. D'abord, d'entrée des jets, c'est quoi Mining Indaba et pourquoi en Afrique? Mining Indaba, c'est une initiative d'un groupe de faiseurs d'événements sud-africains qui réside au Cape Town, à Cape Town plutôt. Et de là, ils pensent qu'avec toutes les ressources naturelles que dispose l'Afrique, organiser une conférence qui réunit les décideurs, les investisseurs, les circuits financiers, les circuits bancaires, afin de parler de ce que vaut ces ressources naturelles, de quel avenir doit-on donner à l'exploitation de nos ressources naturelles en Afrique, d'autant plus que pour le moment, nous sommes presque la source principale de beaucoup de ressources minérales appelées critiques. On aura peut-être le temps de justifier. Donc, voilà en gros comment est né l'investissement. C'est réunir, c'est rassembler pour parler de l'avenir, de l'investissement, de l'industrie. Ça ne regroupe que les grands décideurs. On peut dire une initiative qui de l'Afrique du Sud ou soit de l'Afrique elle-même. Monsieur Florent Moucha? Non, ce n'est pas une initiative de l'Afrique. C'est comme toi et moi, nous pouvons nous décider aujourd'hui, comme nous organisons cette émission. Autour de cette émission, vous appelez les miniers, vous appelez les banquiers, vous appelez toutes les personnes ou les parties prenantes impliquées dans les activités minières, afin de parler de votre avenir. C'est tout. C'est ça. L'Afrique du Sud, compte tenu de l'importance qu'a pris l'événement et de grands enjeux qu'il discute, parce que n'oubliez pas, le secteur minier pèse très lourd en Afrique. C'est plus de quasiment 400 milliards de dollars pour toute l'Afrique. Donc, vous voyez combien ça pèse. Combien ça pèse, combien l'Afrique peut être partie prenante, comment profiter davantage du secteur minier, comment vous n'oubliez pas un dicton qui dit que l'industrie minière est industrialisante. Donc derrière l'industrie minière, il y a l'industrie chimique, il y a l'industrie électrique, il y a l'industrie mécanique, il y a autant de métiers, tous les métiers nécessaires pour faire vivre ces secteurs vaut la peine d'être impliqués, vaut la peine d'être entendus, que ces acteurs-là s'entendent, se comprennent, et que le politique aussi, comme il a trouvé l'opportunité pour parler de sa politique minière qui guide les activités minières d'un pays, donc c'est une opportunité pour eux d'échanger avec les décideurs, avec les investisseurs, pour dire, voilà, moi, République démocratique du Congo, voilà ce que je donne comme orientation à l'exploitation de mes ressources minérales. C'est pourquoi, presque chaque année, durant ces 30 ans, c'est toujours représenté par les présidents des fois, les premiers ministres, les ministres des mines qui ne manquent jamais, avec une forte délégation de tous les services techniques impliqués dans le secteur de mines. Donc, c'est ça. Parfait. Et d'ailleurs, on arrive là c'est 30e édition cette année, à la 29e édition. La République démocratique du Congo a été présentée comme étant pays solution à la transition écologique et énergétique.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la raison pour laquelle que notre pays participe toujours chaque année, Monsieur Florent Moucha? Nous sommes premier producteur mondial du cobalt. Nous sommes dans les 5 majeurs producteurs de cuivre. Nous sommes parmi les grands producteurs de tantal. Nous sommes parmi les grands producteurs d'étain. Nous sommes parmi... il y a beaucoup d'autres matières stratégiques qui sont répertoriées dans notre pays, qui sont exploitées dans notre pays, qui constituent aujourd'hui l'essentiel des exportations de la RDC. Donc, sur le plan de la balance commerciale, le secteur minier pèse à 90% des revenus générés. Donc, de ce point de vue, par rapport à son poids, la RDC ne peut qu'être là. Donc, des fois même, on organise ces mining indaba pour la RDC. Pourquoi? Justement. Parce que pesons c'est pays lourd. solution. Nous pesons lourd. Oui, nous avons été proclamés pays solution, mais pays solution, derrière, il faut documenter ça. Nous avons besoin de documenter en quoi nous sommes pays solution. En quoi aujourd'hui on parle de lithium et que nous avons des grandes réserves de lithium qui sont encore au sous-sol et qu'il faut trouver des stratégies. Donc, sur ce plan-là, il y a toute une documentation, une politique à développer pour que demain, réellement, nous puissions nous proclamer haut et fort que nous sommes pays solution dans cette transition énergétique. Parfait. Surtout les minéraux ou les minéraux sont pratiquement le principal moteur du développement d'un pays. On peut dire 30e édition pour la République démocratique du Congo. Un apport à notre économie. Est-ce que c'est louable? Ça, c'est le plus grand problème que nous avons, c'est de convertir ces potentialités minières, cette, comment dirais-je, convoitise de nos minéraux, de ce qui est dans notre sous-sol, en richesse, en prospérité pour la population. Là, c'est le plus grand défi que nous avons. Jusqu'à ce jour, nous avons commencé l'exploitation minière industrielle à partir de 1910, un siècle après. Qu'est-ce qui est né? Bon, il est né, toutes les villes que nous connaissons, il est né. Et aujourd'hui, on se pose maintenant la grande question, quel contenu local doit-on donner à nos ressources naturelles? C'est ça le grand défi du Congo. Quand je parle de contenu local, je veux voir des investisseurs congolais. Je veux voir des actionnaires congolais. Oui, je veux voir des investisseurs, des actionnaires, les circuits bancaires congolais, les circuits financiers congolais s'impliquer dans cette activité. Aujourd'hui, l'essentiel de cette catégorie de personnes qui font les mines, qui donnent foi aux mines, sont quasiment, aujourd'hui, on considère qu'à 80%, ce sont les capitaux chinois qui font tourner l'industrie minière congolaise. Donc, à ce point de vue, c'est ça le grand défi que nous avons. L'autre grand défi, c'est convertir. Je vous ai dit tout à l'heure que l'industrie minière est industrialisante. Nous avons vu avec, à l'époque de l'Union minière du Haut-Katanga, comment ils ont fait leur politique. L'ICASI était devenu ce qu'on appelle les technopoles de l'industrie minière, où vous aviez une industrie chimique naissante qui produisait l'acide chaud et tous les intrants chimiques de l'industrie minière à cette époque étaient produites au niveau de l'ICASI. La maintenance électrique, c'était toujours les grands ateliers électriques de l'ICASI. Donc on maintenait, on produisait. À un moment donné, on avait à Lubumbashi notre câblerie qui est réalisée quand même avec les cuivres. On produisait les câbles et qui alimentaient nos circuits. Nous avons tous les barrages électriques de l'époque, d'aujourd'hui même, sont nés de l'industrie minière. Des courants que nous bénéficions aujourd'hui est né, fonctionne, est créé grâce à l'industrie minière. Donc c'est un apport important. Vous avez, pour ceux-là qui se souviennent encore, il y a peut-être 20 ans ou 15 ans, sortir de Lubumbashi pour aller à Kolwezi, il fallait toute une journée. La route était en mauvais état. Aujourd'hui, en moins de 3 heures, en moins de 5 heures, vous pouvez arriver à Kolwezi et rentrer, travailler comme il faut. La route est réhabilitée grâce à l'industrie minière. Mais davantage, aujourd'hui, depuis pratiquement, ça c'est un cri de la société civile, depuis 2018, on verse directement des revenus importants, aujourd'hui évalués à $1,5 milliard, à titre
de redevances minières versées directement aux bénéficiaires. C'est-à-dire, on a créé ce qu'on appelle les fonds pour les générations futures. On a créé, le trésor public en bénéficie à plus de 50%. La province en bénéficie à 25%. Et les ETD aujourd'hui, les entités territoriales décentralisées, chefferies, communes, villes et tout le reste, en bénéficient. On sent que l'industrie minière vient en quelque sorte à ce jour, avec cette nouvelle disposition de la loi minière de 2018-2019, cimenter la décentralisation. Donc, donner des moyens à la décentralisation que l'État ne savait pas remettre aux entités territoriales décentralisées. Donc, l'industrie minière est quasiment importante. Parfait. Alors, pour ce moment, M. Florent Moucha, que faire? Puisque vous avez évoqué toute une panoplie de difficultés qu'un autre pays rencontre pour que notre économie quand même soit croissante, alors que faire? Nous avons préservé une croissance malgré toutes les crises et grands chocs mondiaux que nous avons connus avec le Covid-19. Malgré le Covid-19, grâce à la résilience du secteur minier, qui est passé quasiment de 1 million à 1,5 million de tonnes de cuivre produites durant cette période, les exportations sont restées et grâce à cela, notre économie a tenu le choc de Covid-19. Donc, de ce point de vue, il nous appartient à nous à recréer, comme je l'ai dit, je parlais du contenu local, je parlais de l'actionnariat, je parlais des investissements, je parlais du circuit bancaire, je parlais du circuit financier, je parlais du fait que ces éléments-là, comme dans d'autres pays comme le Nigeria aujourd'hui, le Nigeria peut se prétendre avoir des investisseurs, des actionnaires, des circuits bancaires et des circuits financiers proprement nigérians qui se sont appropriés l'exploitation de leurs ressources naturelles. Ça, c'est un challenge pour le Congo. L'autre challenge aujourd'hui, c'est de voir que comme je l'ai souligné tout au long de cette émission, le fait de voir l'industrie minière industrialisante. Donc, si aujourd'hui, on a une entreprise qui a 4000 emplois, mais derrière, grâce à la sous-traitance, grâce aux industries connexes à l'activité minière, nous pouvons avoir 50 000, 100 000 emplois. Combien estime-t-on les personnes réellement impactées par l'activité minière? Donc, individuellement. Au-delà de ceux qui sont employés directement dans les mines, vous avez ceux qui sont annexes, c'est-à-dire les sous-traitants, c'est 3 fois ou 4 fois même plus que ceux qui sont employés directement dans les mines. Et puis, vous avez derrière, comme on a créé la solvabilité, comme on a créé la possibilité aux gens aujourd'hui, quand vous remarquez pratiquement dans toutes les grandes villes, Likasi, Kolwezi, Lubumbashi, on a des embouteillages, il y a des parcs à vente de véhicules, qui se développent. Ce qui signifie qu'il y a de la solvabilité quelque part. Et cette solvabilité, lorsqu'on approfondit, elle vient du fait que les employés, les bénéficiaires, les personnes impactées par les activités minières gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent. Mais maintenant, c'est convertir. Notre challenge, c'est celui de voir ces revenus miniers face à une insécurité alimentaire que nous subissons de plein fouet, parce qu'aujourd'hui, à tout moment, la Zambie peut connaître des problèmes. C'est nous tous, pratiquement 6 ou 7 ou 8, 10 provinces de la République démocratique du Congo qui sont affectées, qui sont touchées par cette crise. Uniquement d'un produit, la farine. La farine vient du maïs. Et le maïs ne demande que l'argent. Qu'on y investisse, qu'il y ait des investisseurs qui mettent l'argent dans le maïs. Et un des grands challenges qui est dit, c'est celui de convertir les revenus miniers que nous gagnons aujourd'hui en investissement agroalimentaire pour notre sécurité alimentaire à l'État congolais. À ces assises, il y a le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, qui a bien évidemment même proposé à la délocalisation de sièges des associations internationales de lithium, mais également aussi l'industrie des cobalt en Afrique. Ces sièges qui sont en Angleterre, mais également aussi à Londres. Comment vous qualifiez cette proposition de ministre de l'Industrie? Est-ce que c'est faisable à l'heure actuelle, 30e édition après? Monsieur Florent. Nous sommes
Je suis économiste, hein, je ne suis pas moraliste ni politicien. L'intérêt, la valeur économique de tous ces produits vient de la technologie qui est à Londres, qui est à Paris, qui est à Tokyo, qui est à Pékin, en Europe, en Asie. Si demain, ces technologies-là disent, bon, nous n'avons plus besoin de cobalt, nous n'avons plus besoin de lithium, il n'y a plus d'intérêt économique. La valeur économique de nos produits vient de ces faits-là. C'est pourquoi, dans l'effort de faire en sorte que nous puissions avoir un contenu local, c'est d'arriver à faire en sorte que nous accueillons, nous puissions avoir la technologie nécessaire pour transformer, produire les produits dérivés qui naissent de l'exploitation minière de nos minéraux qui sont sous sol congolais. C'est ça l'effort, c'est ça en fait l'essence profond. Nous avons des points de vue tout à fait différents. Le point de vue des souverainistes, vous avez besoin de quelque chose que j'ai, et moi aussi, j'ai besoin de ce que vous m'apportez pour que ça m'apporte de la richesse. Et de ce fait, on se donne des positionnements économiques qui se rapportent plutôt à notre rôle économique par rapport à l'intérêt que nos minéraux ont vis-à-vis des uns et des autres. Donc, les initiatives du ministre de l'Industrie sont dans le sens de dire nous devons aussi avoir une stratégie en matière de matières critiques. C'est pourquoi, tout à l'heure, je vous parlais du fait que nous sommes pays solution, mais quelle stratégie? Dans la stratégie, il y a le positionnement. Nous nous positionnons comment? Nous produisons 90% du cobalt consommé dans le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, si la RDC dit fait arrêter l'exportation du cobalt, le monde a des problèmes. L'industrie automobile aujourd'hui a des problèmes parce que l'industrie automobile commence à quitter la technologie combustible vers la technologie électrique. Et l'électricité demande des batteries et ces batteries ont besoin du cobalt, ont besoin du lithium. Donc, c'est tous ces éléments-là qui s'intègrent pour nous donner de la valeur aux yeux du monde et savoir nous-mêmes nous positionner pour dire oui, nous avons du cobalt, oui, nous avons du lithium. Si tu viens chercher le lithium, je ne veux plus te donner du cobalt brut comme ça sort aujourd'hui. Je ne veux plus te donner du lithium brut comme ça sort aujourd'hui. Je vais te donner les produits qu'on vend sur le marché international. Aujourd'hui, on a le cuivre qui est à 99% pur. Il a besoin d'un certain traitement de raffinage de dernière minute pour être consommé comme produit manufacturier dans les câbleries, dans les produits dérivés. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'on parle de l'industrie électrique ou de la technologie électrique, les bobines de cuivre sont quasiment... Surtout, il y avait même cet accord entre la Zambie et la RDC. Donc, c'est tous ces éléments, c'est toute la pensée qui est là derrière. Je dis, est-ce que nous pouvons nous-mêmes produire les batteries? Parce qu'aujourd'hui, l'un des grands producteurs mondiaux de batteries, c'est la Chine. La Chine, les Occidentaux, aujourd'hui, et les Américains en particulier, se disent, bon, c'est pas bon, hein, cette dépendance technologique en matière de production manufacturière de batteries. Donc, il faut que nous produisions chez nous nos propres batteries. Il faut que nous produisions. Et nous aussi, nous disons, nous avons le cobalt, nous avons le cuivre, nous avons le lithium, ce qui signifie nous pouvons penser produire les batteries à travers ces unités, certaines unités fondamentales, pour que nous puissions sortir un produit à grande valeur ajoutée sur le monde. Donc, ainsi, profiter davantage de nos ressources minérales. Là où nous sortons le cobalt à 10 francs, nous pouvons sortir en module de cobalt pour les batteries qui coûte 50 000, qui coûte... donc, vous voyez, de 10 à 50. Et cette partie-là revient à l'économie congolaise et davantage, nous serons de plus en plus prospères. C'est cette prospérité-là qu'il faut appeler. Que demain, cette pensée qui est mise à la recherche au niveau de l'université de Lubumbashi et de certaines industries de la Zambie, qu'on puisse demain commencer à penser comment produire sur place. Les investisseurs, certains investisseurs, se positionnent. Ils ont raison, ces gens-là. Parce que si nous transportons 100 tonnes de cuivre, 2 millions de tonnes de cuivre, 100 tonnes de cobalt,
cet argent de transport peut être capitalisé en industrie locale. Comme ça, nous sortons des produits finis. C'est ça le développement durable. Comment sortir le cuivre au Congo? Il parcourt 12 000 km, il est à Yuan pour la raffinerie en Chine. Et de là, nous sortons les produits raffinés vers c'est quoi, l'Europe ou l'Amérique, encore 20 000 ou 50 000 km. Cette énergie qu'on distribue là, 12 000 km pour rien, on va casser ça. Comme ça, on produit sur place. Et sur place, on va donner aux Européens, on va donner aux Américains. Sur place, on aura au moins économisé l'énergie de plus ou moins 50 000 km. Parfait. Alors on peut peut-être finir, être d'accord avec vous que Mining Indaba a un impact très capital sur l'économie de la République démocratique du Congo. Il faut féliciter ces initiateurs de Mining Indaba. Il faut dire que chez nous, on a manqué d'inspiration. Nous avons des événements qui se réalisent grâce aux promoteurs sud-africains. Ce sont des vrais promoteurs sud-africains. Il y a Mining Indaba, il y a DRC Mining, qui sont presque les mêmes événements au niveau de DRC Mining Week. C'est beaucoup plus commercial. Ce sont des vendeurs de services connexes et annexes au secteur de mine. Tandis que Mining Indaba, ce sont les grands décideurs qui décident de quelle orientation donner à nos activités minières et comment nous devons partager les bénéfices. En fait, c'est ça la différence. Donc, nous les félicitons. C'est une bonne initiative qui nous réveille, qui nous interpelle. Le fait que vous avez des mining et vous pouvez faire mieux. On peut faire ça. Donc, c'est une possibilité, question de voir comment ils ont rentabilisé. Ça génère des millions de revenus. Quand vous lisez les listes de sponsors, argent, diamant et tout le reste, c'est beaucoup d'argent que ces investisseurs, ces décideurs payent. La participation pour une compagnie à ces mining indaba, les droits d'entrée seulement, c'est autour de 3 000 $. 3 000 $. Autour de 3 000, 2800, 2400, je crois, dollars. OK? Imaginez le nombre d'entreprises. Cette année, ils ont comptabilisé jusqu'à autour de 5 000, 8 000, hein? 8 000. Multiplié par 3 000. Au-delà de ce que les sponsors payent, des droits d'ouvrir des stands et tout le reste. C'est une business. Et notre mining peut créer ça. Je félicite un visionnaire avec qui j'ai discuté il y a très très longtemps, parce que le fait que j'animais les dialogues dans le secteur de mine au Katanga, à l'époque, il m'avait dit, avec ces dialogues, vous pouvez aussi, faisons un effort pour que demain, nous puissions aussi créer un événement comme Mining Indaba, comme DRC Mining. On a essayé avec la présidence par les journées minières qui n'ont plus évolué, mais un événement du privé pour le privé au bénéfice du privé. C'est ça Mining Indaba, c'est ça DRC Mining. C'est un événement du privé pour le privé au bénéfice du privé. L'État vient seulement encadrer et nous pouvons. Merci beaucoup, M. Florent Moucha. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes économiste de la ville de Lubumbashi. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Vraiment, c'est un honneur et nous sommes tout à fait disposés à davantage ouvrir les réflexions. Du choc des idées jaillissent la lumière. Nous avons ce challenge de nous approprier nos ressources minérales dans leur système d'exploitation, dans leur système de transformation et demain voir des grands miniers, des grands investisseurs miniers congolais et qui demeurent encore un rêve pour beaucoup.